Conduire tous les jours ne signifie pas bien conduire. Cela signifie répéter des habitudes. Certaines bonnes, beaucoup médiocres, et d'autres carrément dangereuses qui se sont tellement normalisées qu'on ne les remet même plus en question. Le vrai problème, c'est que les erreurs les plus graves au volant ne se ressentent pas comme des erreurs. Elles ne font pas de bruit, ne cassent rien immédiatement, n'activent aucune alarme. Elles se répètent simplement, jusqu'à ce qu'un jour, elles fassent payer une facture très coûteuse. Il y a des erreurs qui ne provoquent pas d'accident aujourd'hui, mais qui le préparent patiemment. Et le pire, c'est que presque tout le monde croit qu'elles ne nous concernent pas. Je conduis tranquillement, j'ai de l'expérience, je maîtrise. La réalité est moins confortable. Ce n'est pas que tu conduises mal, c'est que tu fais la même chose depuis des années, sans te rendre compte que certaines habitudes qui semblent inoffensives sont exactement celles qui génèrent le plus de problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous abordons ces 12 erreurs que tu fais en conduisant et reste jusqu'à la fin, parce que l'erreur numéro 1 de ce classement est si courante que presque personne ne croit que c'en est une. Et précisément pour ça, c'est la plus dangereuse. Commençons. Numéro 12. Conduire avec une seule main parce que c'est plus confortable. Cette erreur commence souvent de façon innocente. Une main sur le volant, l'autre appuyée sur le levier, sur la portière ou simplement au repos. La voiture va tout droit, la vitesse est basse, le trajet est connu. Aucun problème ne semble se présenter. En effet, on se sent à l'aise, détendu, presque comme si la voiture se conduisait seule. Et là est la première tromperie. Conduire avec une seule main réduit le contrôle réel du véhicule, même si tu ne le remarques pas tout de suite. Le volant n'est pas seulement un outil pour tourner, c'est le principal point de communication entre toi et la voiture. Avec une seule main, toute manœuvre d'urgence devient plus lente, moins précise et plus maladroite. Pas parce que tu ne sais pas réagir, mais parce que physiquement, tu es désavantagé. Cette habitude apparaît presque toujours par excès de confiance. Trajet quotidien, rue connue, trafic prévisible. Le cerveau passe en mode automatique et le corps adopte des postures détendues. Le problème, c'est que les imprévus ne préviennent pas. Quand un piéton apparaît, qu'une voiture freine brusquement ou que quelque chose envahit ta voie, il n'y a pas le temps de reprendre le volant correctement. La réaction que tu auras sera celle que tu avais déjà préparée. Et avec une seule main, cette réaction est moins bonne. La conséquence réelle n'est pas seulement une moindre capacité de manœuvre, mais aussi plus de fatigue et moins de précision. La voiture peut se corriger, mais toi, non. Et quand la correction arrive tard, les erreurs se multiplient. La solution n'est pas rigide ni inconfortable. Il ne s'agit pas de conduire tendu, mais conscient. Utiliser les deux mains de façon active te rend le contrôle, la stabilité et la capacité de réponse. Ce n'est pas une manie de moniteur, c'est de la pure physique. 2 points d'appui réagissent toujours mieux qu'un, surtout quand il n'y a pas le temps de réfléchir. Numéro 11. Ne regardez que la voiture de devant. C'est l'une des erreurs les plus répandues et les moins remises en question. La plupart des conducteurs pensent qu'il suffit de regarder la voiture de devant. Si elle freine, je freine. Si elle accélère, j'accélère. Cela semble logique, simple et sûr. En réalité, c'est une forme de conduite courte, réactive et stressante. Quand tu ne regardes que le véhicule juste devant toi, tu renonces à l'information la plus précieuse de la circulation, ce qui se passe plus loin. Coup de frein, ralentissement, changement de rythme et obstacles s'annoncent avec plusieurs secondes d'avance, mais seulement pour celui qui regarde plus loin. Celui qui conduit avec une vision courte arrive toujours tard. Cette habitude vient généralement d'un manque de lecture de l'environnement. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas anticiper, c'est qu'on ne leur a jamais appris à le faire. Le résultat, c'est une chaîne de freinage inutile, d'accélération brusque et une conduite bien plus fatigante qu'elle ne devrait l'être. La conséquence réelle n'est pas seulement le stress, c'est l'usure. Usure des freins, de l'embrayage, de la transmission et du conducteur lui-même. Chaque réaction tardive oblige la voiture à travailler plus et le corps à se tendre. Et tout ça pour ne pas lever un peu les yeux. Bien conduire, ce n'est pas réagir vite, c'est réagir avant. Anticiper la circulation en regardant plusieurs véhicules devant permet de lever le pied à temps, de freiner moins, de maintenir des distances réelles et de réduire les risques sans effort supplémentaire. Il ne s'agit pas d'aller lentement, mais d'être informé. Quand tu commences à regarder plus loin, la circulation cesse de te surprendre. Et quand elle cesse de te surprendre, tu cesses de faire des erreurs qui semblent inévitables, mais ne le sont pas. Numéro 10. Accélérer fort à froid. Cette erreur ne se voit pas de l'extérieur, mais elle se ressent à l'intérieur du moteur. Démarrer la voiture, partir à la hâte et lui demander des efforts dès la première minute est une pratique si courante que presque personne ne la remet en question. Le moteur répond, la voiture avance et rien ne se passe, au moins pas aujourd'hui. Le problème, c'est qu'un moteur froid ne travaille pas dans des conditions normales. L'huile n'a pas encore atteint sa viscosité idéale,
Les tolérances internes ne sont pas stabilisées et de nombreux composants fonctionnent avec plus de friction. Demander de la puissance à ce moment-là ne casse rien sur le coup, mais accélère l'usure de façon silencieuse. La cause est presque toujours la même, précipitation et méconnaissance. On croit que parce que la voiture démarre et accélère, elle est prête. Le tableau de bord ne dit pas le contraire. Il n'y a pas de voyant d'alerte et le moteur ne se plaint pas. Mais la mécanique ne fonctionne pas par sensation, elle fonctionne par conditions réelles. La conséquence, c'est une usure interne cumulative qui raccourcit la durée de vie du moteur sans donner de signe clair. Ce n'est pas une panne spectaculaire, c'est une mort lente. Segments, coussinets et surface interne souffrent plus qu'ils ne le devraient, simplement parce qu'on leur a demandé de travailler avant l'heure. La solution ne demande pas d'attendre éternellement ni de conduire comme une tortue. Il suffit d'une conduite douce pendant les premières minutes. Accélérer progressivement, éviter les hauts régimes et permettre au moteur d'atteindre sa température optimale avant de lui demander des efforts. C'est une petite différence au quotidien, mais énorme à long terme. Un moteur bien traité à froid dure plus longtemps, consomme mieux et répond mieux. Pas par magie, mais parce qu'on lui a donné le temps de travailler comme il a été conçu. C'est un trajet quelconque. Le même que d'habitude. Le même feu rouge, la même avenue, le même embouteillage que tu connais par cœur. Tu es tranquille, sûr de toi, avec cette sensation confortable de celui qui conduit depuis des années et croit que plus rien ne peut le surprendre. Tu ne vas pas vite, tu ne fais pas de manœuvres bizarres, tu ne conduis pas mal. Tout semble sous contrôle, jusqu'à ce qu'un petit détail tourne mal. Numéro 9, freiner tard et fort au lieu d'anticiper. Cette erreur définit le style de conduite de beaucoup de gens, même si peu le reconnaissent. C'est cette façon de conduire où la voiture avance, avance et avance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'autre choix que de freiner fort. Le feu rouge apparaît soudain, la circulation s'arrête brusquement et le pied droit entre en action avec décision. La voiture s'arrête, rien de grave ne se passe et la sensation est « tout est sous contrôle ». Le problème, c'est que ce contrôle est une illusion. Freiner tard et fort n'est pas une preuve d'habileté, c'est un signal clair de manque d'anticipation. Quand tu conduis ainsi, tu obliges la voiture à réagir de façon brutale, encore et encore. Chaque freinage fort génère plus d'usure, plus de chaleur et moins de stabilité qu'un freinage progressif bien anticipé. Cette habitude apparaît généralement pour deux raisons, distraction ou excès de confiance. Dans les deux cas, le résultat est le même. Le conducteur réagit au lieu de conduire. Il ne lit pas la circulation, n'interprète pas l'environnement et ne devine pas ce qui va forcément arriver. Il attend simplement et freine. La conséquence réelle n'est pas seulement l'usure prématurée des freins. C'est la perte de contrôle fin du véhicule. Une voiture qui freine fort est moins stable, surtout si la chaussée n'est pas parfaite. De plus, chaque coup de frein augmente le stress, tant chez le conducteur que chez les autres autour, créant un environnement de conduite plus tendu et moins prévisible. Anticiper ne signifie pas aller lentement. Cela signifie lever le pied avant, observer plus loin et utiliser le frein comme un outil d'ajustement, pas comme un interrupteur d'urgence. Quand tu commences à anticiper, les freinages deviennent doux, la voiture se sent plus stable et tu cesses d'aller toujours à la limite sans t'en rendre compte. Bien conduire, ce n'est pas freiner fort. C'est freiner peu. Numéro 8, mauvais usage des rétroviseurs. Peu d'erreurs sont aussi simples et en même temps aussi dangereuses que celles-ci. Des rétroviseurs mal réglés, pointant vers la voiture elle-même, montrant des portières, de la carrosserie et très peu de circulation réelle. C'est une configuration si courante que la plupart des conducteurs croient que c'est normal. Et ça ne l'est pas. Le rétroviseur n'est pas là pour confirmer que ta voiture est toujours là. Il est là pour te donner des informations. Quand les rétroviseurs sont mal réglés, les angles morts se multiplient et le conducteur perd une partie énorme de son champ visuel. Le résultat, c'est une conduite basée sur des suppositions. Personne ne vient, ça doit être libre, je pense que je peux me rabattre. Cette erreur vient généralement d'une habitude et d'un manque de connaissances. Personne n'explique comment régler correctement les rétroviseurs, et une fois qu'on s'habitue à une mauvaise position, tout changement paraît bizarre. Le problème, c'est que ce confort est faux et dangereux. La conséquence directe, c'est un risque élevé lors des changements de voie et des manœuvres latérales. Beaucoup d'accidents n'arrivent pas à cause d'un excès de vitesse, mais à cause d'un manque d'information visuelle. Des voitures qui apparaissent de nulle part, des motos invisibles et des frayeurs constantes qui pourraient être évitées avec un réglage correct. Un rétroviseur bien réglé montre la circulation, pas de la tôle. Il réduit les angles morts et permet de prendre des décisions avec des données réelles, pas avec de la foi. Et oui, cela vaut la peine de le dire avec humour. Le rétroviseur n'est pas un miroir de l'estime de soi. Tu n'as pas besoin de voir ta belle voiture, tu as besoin de voir ce qui bouge autour de toi. Numéro 7. Maintenir l'embrayage enfoncé inutilement.
Cette erreur est silencieuse, coûteuse et extrêmement courante, surtout chez les conducteurs de manuel. Le pied gauche appuyé légèrement sur l'embrayage au cas où, au feu rouge, dans une circulation lente ou même pendant que la voiture avance. Ça ne semble pas grave, ça ne génère pas de bruit immédiat et la voiture continue de fonctionner. Mais les dégâts s'accumulent. L'embrayage n'est pas conçu pour être un point d'appui. Chaque fois qu'on le maintient enfoncé sans nécessité, on génère une friction inutile. Cette friction se traduit par de la chaleur, de l'usure et une durée de vie bien plus courte du système. Le pire, c'est que le conducteur ne ressent rien d'anormal, jusqu'à ce que l'embrayage commence à patiner, vibrer ou lâcher. Cette habitude vient généralement de l'insécurité ou de mauvais enseignements. Des conducteurs qui ont appris à être prêts tout le temps, comme si relâcher l'embrayage allait provoquer une urgence. En réalité, c'est le contraire. Le maintenir enfoncé réduit le contrôle réel de la voiture et augmente l'usure. La conséquence n'est pas seulement économique. Un embrayage fatigué répond moins bien, transmet moins d'informations et peut lâcher au pire moment. De plus, l'habitude d'avoir le pied toujours prêt génère une tension inutile et nuit à la précision de conduite. Utiliser l'embrayage seulement quand il le faut n'est pas une règle rigide, c'est une forme de respect mécanique. Pied dehors quand ce n'est pas nécessaire, vitesse engagée quand c'est approprié et contrôle réel du véhicule. La voiture n'a pas besoin que tu sois prêt à tout. Elle a besoin que tu ne l'uses pas sans raison. Si pendant que tu regardes cela, tu te rends compte que personne ne t'a expliqué ces choses quand tu as appris à conduire, ce n'est pas un hasard. Beaucoup d'entre nous ont appris à passer l'examen, pas à bien conduire. C'est pourquoi, si tu veux corriger de vraies habitudes et comprendre ce que tu fais au volant, abonne-toi. Ici, on ne maquille pas la conduite, on l'améliore depuis la base. Numéro 6. Ne pas respecter la distance de sécurité. C'est l'une des erreurs les plus normalisées au volant et paradoxalement, l'une des plus dangereuses. Conduire collé à la voiture de devant est presque devenu une coutume sociale. En ville, sur route et surtout sur autoroute, il est courant de voir des files de véhicules avancés comme un seul bloc, séparés de quelques mètres à peine. Beaucoup le justifient en disant que comme ça personne ne se faufile ou que si je laisse de l'espace, quelqu'un s'y met. Le problème, c'est que cette logique ignore complètement comment fonctionne la réaction humaine et la physique. Quand tu conduis trop près, tu renonces volontairement à ta marge de manœuvre. Peu importe que tes réflexes soient bons, personne ne peut réagir instantanément. Ce petit intervalle entre voir le problème et appuyer sur le frein est suffisant pour provoquer un impact s'il n'y a pas d'espace. De plus, la distance de sécurité n'est pas seulement pour freiner. C'est un outil d'information. Quand tu laisses de l'espace, tu peux voir au-delà de la voiture de devant, lire la circulation à l'avance et anticiper ce qui vient. Sans distance, ton monde se réduit à un pare-choc et un feu stop. Avec de la distance, tu retrouves du contexte. La conséquence réelle de conduire collé n'est pas seulement le risque de collision par l'arrière. C'est une conduite plus tendue, plus réactive et bien plus épuisante. Chaque freinage de la voiture de devant devient une alerte. Chaque petit ajustement de vitesse oblige à corriger. Le conducteur vit dans un état de micro-stress constant sans s'en rendre compte. Créer de l'espace ne te rend pas lent ni faible au volant. Ça te rend intelligent. La distance n'est pas un trou perdu, c'est du temps acheté. Du temps pour réagir, pour décider et pour garder le contrôle même quand quelque chose d'inattendu arrive. Rouler collé ne te fait pas arriver plus tôt. Ça te laisse juste sans option. Numéro 5. Tourner le volant avec la voiture complètement à l'arrêt. Cette erreur semble inoffensive, presque insignifiante. La voiture est arrêtée, le conducteur tourne le volant pour se positionner, se garer ou sortir d'un espace étroit. Il n'y a pas de bruit bizarre, pas d'avertissement immédiat et la voiture continue de fonctionner pareil. C'est pourquoi presque personne n'y prête attention. Mais à long terme, ce geste a un impact réel. Tourner le volant avec la voiture complètement à l'arrêt soumet la direction et les pneus à un effort inutile. Quand les roues ne roulent pas, toute la friction se concentre sur un point. La direction travaille contre le poids du véhicule et les pneus se déforment sans se déplacer, ce qui accélère leur usure. Cette habitude vient généralement du confort. C'est plus facile de tourner à l'arrêt que de coordonner un petit mouvement de la voiture. Mais ce confort se paie avec le temps. Des directions plus dures, des composants fatigués et des pneus qui s'usent de façon irrégulière sans que le conducteur comprenne pourquoi. La conséquence n'apparaît pas d'un coup. Il n'y a pas de panne immédiate ni d'alerte claire. C'est une usure silencieuse qui s'accumule manœuvre après manœuvre. Quand les problèmes surviennent, on les attribue souvent à l'âge de la voiture, alors qu'en réalité, c'était des années de mauvaises habitudes. La solution est simple et presque invisible. Bouger la voiture, même de quelques centimètres, avant de tourner.
Ce petit déplacement réduit énormément l'effort du système de direction et préserve les pneus. Il ne s'agit pas de conduire avec peur, mais avec un critère mécanique. La voiture est conçue pour tourner en roulant, pas en luttant contre le sol. Numéro 4. Conduire tendu et rigide. Cette erreur n'a rien à voir avec la voiture, mais avec le corps du conducteur. Et précisément pour ça, c'est l'une des plus ignorées. Beaucoup de gens conduisent tendus sans s'en rendre compte. Épaules rigides, mains serrant le volant avec une force excessive, dos raides et respiration courte. Tout cela se normalise, surtout sur les longs trajets ou dans une circulation dense. Le problème, c'est que la tension réduit la précision. Un conducteur rigide réagit moins bien, corrige de façon brutale et se fatigue bien plus vite. La conduite devient moins fluide et plus erratique, même si de l'extérieur, ce n'est pas toujours évident. Un corps fatigué transmet des erreurs au volant. De plus, la tension constante affecte la capacité de perception. Un conducteur détendu mais attentif a une meilleure sensibilité pour détecter les changements dans la voiture, sur la route et dans l'environnement. Un conducteur tendu est plus concentré à tenir le coup qu'à observer. Avec le temps, cela se traduit par plus d'erreurs et moins de contrôle fin. Cette habitude apparaît généralement à cause du stress, de mauvaises postures ou de la croyance que bien conduire implique d'être rigide et ferme tout le temps. En réalité, c'est le contraire. La bonne conduite demande un corps actif mais détendu, capable de bouger naturellement et de répondre avec précision. Ajuster sa posture, détendre les épaules, relâcher la prise du volant et mieux respirer ne sont pas des détails mineurs. Ils font partie du contrôle du véhicule. La voiture répond à tes mains, mais aussi à ton état physique. Conduire tendu ne te rend pas plus sûr. Ça te rend moins précis. Numéro 3. Conduire toujours pareil, sans s'adapter. L'une des erreurs les plus invisibles au volant est de croire qu'il existe une seule façon correcte de conduire et de l'appliquer dans n'importe quelle situation. Beaucoup de gens développent une routine de conduite et la répètent sans la remettre en question. Qu'il pleuve, qu'il y ait une circulation dense, que la route soit nouvelle ou que la voiture soit chargée. Ce manque d'adaptation ne génère généralement pas de problèmes immédiats, et précisément pour ça, il devient dangereux. La conduite n'est pas une action mécanique, c'est une prise constante de décision. Le même geste peut être correct dans un contexte et complètement erroné dans un autre. Accélérer avec décision peut être utile pour s'insérer sur une voie rapide, mais inutile et risqué sous la pluie. Maintenir une certaine vitesse peut être efficace sur une route dégagée, mais imprudent dans une circulation irrégulière. Quand le conducteur n'ajuste pas sa technique, c'est l'environnement qui finit par s'imposer. Le problème de conduire toujours de la même façon, c'est que cela supprime la lecture du contexte. Le conducteur cesse d'interpréter ce qui se passe autour de lui et se limite à exécuter des habitudes. Sous la pluie, cela se traduit par des distances insuffisantes. En ville, par des freinages tardifs. Sur route, par un excès de confiance. Non pas par manque d'expérience, mais par excès d'automatisme. S'adapter ne signifie pas conduire avec peur, mais avec discernement. Cela signifie comprendre que l'asphalte mouillé n'offre pas la même adhérence, qu'une voiture chargée ne répond pas pareil et qu'une circulation imprévisible exige plus de marge. Le conducteur qui s'adapte a toujours un pas d'avance. Celui qui répète toujours la même chose réagit tard. La bonne conduite n'est pas rigide. Elle est flexible, consciente et sensible à l'environnement. Quand tu conduis comme si toutes les situations étaient identiques, tôt ou tard, tu en rencontres une qui ne pardonne pas. Numéro 2. Faire plus confiance aux aides électroniques qu'à son propre jugement. La technologie a rendu les voitures plus sûres, mais elle a aussi créé un nouveau type d'erreur, la délégation totale. Beaucoup de conducteurs font plus confiance au système de la voiture qu'à leur propre jugement. Freinage automatique, contrôle de stabilité, alerte de franchissement de ligne, capteur partout. Tout cela aide, mais ça ne pense pas à ta place. Le problème apparaît quand le conducteur baisse sa garde parce que la voiture avertit ou la voiture corrige. Cette confiance excessive génère des réactions plus lentes, moins d'anticipation et une conduite plus passive. Le conducteur attend que le système agisse au lieu d'agir lui-même en premier. Et quand l'électronique entre en jeu, c'est presque toujours parce qu'il est déjà trop tard. Les aides sont conçues pour assister, pas pour remplacer. Elles fonctionnent dans des limites physiques et logiques. Elles ne peuvent pas vaincre l'inertie. Elles ne peuvent pas créer de l'adhérence là où il n'y en a pas, et elles ne peuvent pas corriger des décisions absurdes. Quand le conducteur laisse tout entre les mains de la voiture, il devient spectateur de sa propre conduite. De plus, aucun système n'est infaillible. Des capteurs sales, des conditions extrêmes ou des situations non prévues peuvent mettre l'électronique hors jeu juste au moment où on en a le plus besoin. Dans ces moments-là, le seul système qui reste est le jugement du conducteur. Et si ce jugement ne s'est pas entraîné, la marge d'erreur est minime. Utiliser correctement la technologie implique de la comprendre,
pas de lui obéir aveuglément. Cela signifie bien conduire même quand les aides n'agissent pas et les apprécier quand elles aident, pas quand elles remplacent. La voiture peut t'aider, mais elle ne doit jamais conduire à ta place. Numéro 1. Croire que bien conduire, c'est juste ne pas avoir d'accident. C'est la plus grande erreur de toutes et la plus répandue. Beaucoup de gens se considèrent comme de bons conducteurs simplement parce qu'ils n'ont pas eu d'accident. Des années, voire des décennies au volant sans collision deviennent une sorte de certificat personnel de bonne conduite. Mais cette idée est profondément trompeuse. Ne pas avoir d'accident n'est pas toujours le résultat d'une bonne conduite. Souvent, c'est le résultat de la chance, d'environnements prévisibles ou du fait que d'autres ont corrigé les erreurs des autres. Il y a des conducteurs qui accumulent de mauvaises habitudes pendant des années sans conséquences visibles, jusqu'à ce qu'un jour, il y en ait. Et quand ça arrive, cela semble toujours inattendu. Bien conduire, ce n'est pas éviter les accidents par hasard. C'est réduire activement les probabilités qu'ils arrivent. C'est anticiper, lire l'environnement, s'adapter, garder des marges et prendre des décisions conscientes même quand personne ne regarde. C'est comprendre que chaque trajet est une négociation constante avec la physique, l'environnement et les autres conducteurs. Le vrai danger de cette erreur, c'est qu'elle normalise des comportements risqués. Freiner tard, rouler collé, se distraire, trop faire confiance, ne pas s'adapter. Tout cela se justifie par un « il ne m'est jamais rien arrivé ». Jusqu'à ce que ça arrive. Et quand ça arrive, l'erreur n'est pas née ce jour-là. Elle s'est construite pendant des années. Bien conduire est une compétence active, pas une absence d'erreur visible. C'est de la technique, du discernement et de la conscience. Ça ne se mesure pas par les accidents que tu n'as pas eus, mais par ceux que tu as évités sans t'en rendre compte. Et cette différence change tout. L'idée clé est simple mais inconfortable. Ne pas avoir d'accident ne signifie pas que tu fais bien. Parfois, cela signifie seulement qu'il ne t'est encore rien arrivé. Au final, le volant ne pardonne pas les erreurs, il ne fait que les repousser. Si l'une de ces habitudes t'a semblé familière, ce n'est pas pour te pointer du doigt, c'est pour que tu la changes à temps. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces erreurs tu faisais sans le savoir et laquelle tu vas corriger dès aujourd'hui. Si ce contenu t'a fait reconsidérer ta façon de conduire, abonne-toi, laisse ton like et partage-le avec cet ami qui dit qu'il conduit parfaitement depuis 2008. Parce que bien conduire n'est pas une médaille du passé, c'est une décision quotidienne.